La conclusion d'un contrat résulte d'une démarche, c'est-à-dire que le contrat n'est pas établi et signé instantanément. Avant ça, vous allez avoir une période plus ou moins longue en fonction du type de contrat, en fonction de la complexité du contenu, en fonction peut-être aussi des intérêts financiers. Vous allez avoir une période donc qui est une période de négociation, une période de discussion qui va permettre aux parties de fixer le contenu du contrat. Avant de commencer, on va donc parler en fait des règles générales, des principes du droit des contrats, donc histoire d'expliquer un petit peu le fonctionnement et peut-être les différences qu'il y a entre notre fonctionnement et des fonctionnements étrangers. Donc, pour bien comprendre déjà le fonctionnement du droit des contrats en France, il faut simplement expliquer qu'on est un pays issu du droit romain et qu'on est un pays de tradition écrite, c'est-à-dire que réellement le contrat a une place prépondérante dans notre quotidien et dans le fonctionnement juridique français. Si je prends d'autres exemples, notamment les pays du common law, vous avez certains états où le fonctionnement n'est pas du tout le même, c'est-à-dire qu'on est sur des fonctionnements qui sont beaucoup plus orientés vers la tradition judiciaire, c'est-à-dire que les personnes, les métiers en fait qui établissent les contrats sont des métiers assez administratifs qui ont une compétence juridique moins poussée, alors je m'entends mais en tout cas qui ont plus une fonction d'enregistrement, d'attribution que réellement de recherche de la meilleure convention juridique et où en fait tout se passe en aval, c'est-à-dire que le contrat est fait plutôt brièvement, ils sont plus courts que les contrats faits en France. En revanche, tout se règle ensuite éventuellement en justice, si jamais par exemple il y a un désaccord sur la propriété, etc. Sur notre fonctionnement, on est sur un fonctionnement complètement inverse, c'est-à-dire que le contrat a une place prépondérante, c'est le contrat qui va fixer les règles et les droits et obligations des parties, et ensuite la justice aura vocation à appliquer les règles de droit pour savoir du coup quelles sont les conséquences et éventuellement à interpréter si jamais il y a des choses justement à interpréter qui sont pas claires ou parce qu'il y a un vide juridique. Ça c'est le point de départ. Donc si je prends les principes généraux de fonctionnement de notre droit des contrats, il faut savoir qu'on en a 4 principaux. Le premier, qui va quand même un peu vous surprendre pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude ou qui sont novices en droit des contrats, c'est le principe du consensualisme. Pour l'expliquer simplement, parce que le terme est un peu barbare, le principe du consensualisme, c'est le common accord. Un commun accord, c'est simplement le fait de dire que, à partir du moment où les parties sont d'accord sur le contenu du contrat, sur la partie avec laquelle ils vont contracter et sur les conditions essentielles du contrat, le contrat est formé. Ça, c'est le principe. Ça veut donc dire, contrairement à ce qu'on a dans l'imaginaire collectif, que pour qu'il y ait contrat, je ne suis pas obligée d'avoir un contrat écrit. L'écrit, en principe, existe plutôt à titre de preuve qu'à titre d'obligation pour l'existence du contrat. Si je prends un exemple, par exemple, un contrat de travail à durée indéterminée, en principe, n'a pas forcément vocation à être rédigé, il l'est simplement pour pouvoir prouver, la plupart du temps, le contenu du contrat et du coup les obligations respectives des parties. En revanche, un contrat de travail à durée déterminée doit nécessairement être écrit, et là en revanche c'est une obligation, parce que on doit établir en fait notamment la cause d'utilisation d'un contrat à durée déterminée. Donc on est obligé de le rédiger. Là on est dans les exceptions, il existe 2 types d'exceptions à un contrat dit consensuel, qui est le principe. Le premier c'est le contrat réel, qui reste très marginal, c'est le fait de dire le contrat existe à partir du moment où il y a commun accord et en même temps à partir du moment où il y a transmission d'une chose en plus. Et le dernier cas qu'on voit quand même plus, c'est le contrat qu'on appelle solennel, où il faut la réalisation d'une formalité particulière, en plus d'avoir le commun accord des parties sur le sujet. Donc, en contrat solennel, la condition ça peut être qu'il doit nécessairement être rédigé, ça peut être aussi, et là pour le coup c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, le fait de se dire qu'il faut que le contrat soit nécessairement passé devant notaire pour différentes raisons, soit pour des raisons d'enregistrement, soit pour des raisons de conseil juridique, etc., etc. Voilà, donc ça c'est le premier principe, le principe du consensualisme. Deuxième principe, le principe de la force obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le contrat, après son processus de conclusion et à partir du moment où il y a commun accord, les parties en fait sont contraintes
elles sont obligées de respecter le contenu du contrat, puisqu'elles ont fixé elles-mêmes ce contrat. À partir du moment où elles se sont mises d'accord et où elles ont ce commun accord, elles sont contraintes par le contenu du contrat. On dit le contrat tient lieu de loi aux personnes qui l'ont fait. Donc voilà, le même fonctionnement qu'une loi. La loi, c'est l'État qui le fixe. À partir du moment où la loi existe, elle s'impose aux citoyens. Le contrat, c'est la même chose. À partir du moment où il existe, il s'impose aux parties qui l'ont signé. Donc justement sur ce dernier point, je parle des parties qui l'ont signé. Le troisième principe, c'est le principe de l'effet relatif. Ça veut dire que je suis obligée de contracter pour moi-même, en principe. Il y a des cas particuliers où vous pouvez représenter quelqu'un d'autre, mais en principe, je conclus un contrat pour moi-même, et donc le contrat ne peut créer d'obligation qu'envers les personnes qui ont signé le contrat. Donc premier principe, consensualisme. Deuxième principe, force obligatoire. Troisième principe, effet relatif. Et le dernier principe, qui est celui qui nous intéresse là pour que je puisse faire ma chronologie, c'est le principe de liberté contractuelle, c'est-à-dire que à aucun moment on ne peut me forcer à conclure un contrat, c'est un choix personnel, je choisis de conclure ou non le contrat, je choisis le type de contrat que je veux conclure, et je choisis enfin la personne avec qui j'ai décidé de conclure ce contrat. Donc je reprends mon histoire de chronologie, on a donc une période de négociation avant la signature du contrat, signature éventuelle du coup, avant la signature du contrat, plus ou moins longue, en fonction du type d'obligation, du type de contrat, des enjeux financiers, etc. Donc cette période de négociation, juridiquement, on appelle ça souvent des pourparlers. Et donc, pendant cette période, les parties, les futures parties, vont discuter de ce qu'ils veulent mettre dans ce contrat. On comprend bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas de contrat. Donc si vous avez bien compris ce que je viens de dire en termes d'obligation, la force obligatoire veut que les parties soient contraintes à partir du moment où il y a contrat. Donc tant qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de contrainte envers les personnes qui discutent, c'est-à-dire que je reste complètement libre, gouvernée donc par la liberté contractuelle, qui fait que personne ne peut m'imposer d'aller au bout de ce contrat-là, quand bien même j'ai engagé des négociations. En revanche, pour ne pas créer de préjudice en fait à autrui, on a fixé un certain nombre de règles juridiques dans la réalisation, le déroulement et les conditions de déroulement en fait de ces négociations. Les pourparlers sont gouvernés par 3 principes. Le premier, c'est le principe de confidentialité des échanges, c'est-à-dire que peut-être que les débats qui ont lieu, les discussions qui ont lieu pour créer le contrat vont amener à échanger certaines informations, soit confidentielles, soit stratégiques, sur l'entreprise avec laquelle je discute. La rupture des pourparlers ou le fait de pas finalement avoir conclu le contrat et de conclure avec peut-être une entreprise tierce, ça va pas m'autoriser à divulguer certaines informations de l'entreprise avec laquelle je discutais à la base. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est l'obligation d'information, c'est-à-dire que à partir du moment où je détiens une information, je peux pas la retenir si cette information-là risque d'avoir une incidence sur la signature ou pas du contrat. Si je change de casquette et que je repars en économie, s'il y a une rétention d'informations qui aurait une incidence sur la signature du contrat, en économie, on pourrait parler d'asymétrie d'information. Parenthèse fermée. Je reviens donc sur le sujet juridique, donc obligation d'information. Si je peux détailler un petit peu ce sujet-là, il faut savoir que l'obligation d'information est plus ou moins forte en fonction des qualités des parties. Si je suis face à 2 parties qui ont le même profil, on va dire, l'obligation d'information est moins intense. Notamment donc si je suis face à 2 parties, à 2 co-contractants qui sont soit non professionnels tous les deux, soit tous les deux professionnels, l'obligation d'information est moins forte. Si en revanche je suis dans une situation où j'ai un professionnel face à un non professionnel, à ce moment-là l'obligation d'information est plus intense, puisqu'il y a une obligation d'information et de conseil de la part de celui qui est professionnel, puisqu'on considère qu'il a plus de connaissances. Donc le deuxième point. Premier point, obligation de confidentialité. Deuxième point, obligation d'information. Le troisième point, c'est une obligation de loyauté. Globalement, ça veut simplement dire qu'il faut que j'agisse de bonne foi pendant ces négociations-là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Quelles sont les situations qui sont concernées ? Ça veut dire simplement que je ne peux pas utiliser ces pourparlers-là à des fins frauduleuses. Je m'explique et je donne un exemple pour que ce soit plus clair.
Imaginons donc effectivement que j'ai pour intention de réaliser un contrat, peu importe lequel, et que j'ai la possibilité donc de réaliser ce contrat avec différents intervenants. J'ai plusieurs personnes qui ont répondu à mon appel, qui sont intéressées pour la réalisation de ce contrat-là. Je décide de rentrer en négociation avec différentes entreprises, de commencer à discuter la bonne foi. L'obligation de loyauté, ça veut simplement dire que je ne peux pas, alors que je sais pertinemment que je ne vais pas réaliser de contrat avec l'une des deux parties, lui faire croire que je vais réaliser le contrat avec elle, simplement pour avoir un levier de négociation avec la deuxième entreprise avec laquelle je négocie. À ce moment-là, du coup, on est sur un abus dans la réalisation des pourparlers, et surtout, à un moment, il va y avoir rupture des pourparlers, c'est-à-dire que l'entreprise qui a négocié avec deux concurrents va à un moment rompre les pourparlers, donc refuser de signer, par hypothèse, avec l'une des deux entreprises, celle qui ne l'intéressait pas. À ce moment-là, on parle de rupture abusive des pourparlers, et donc quand il y a un abus dans la rupture des pourparlers, il y a des conséquences juridiques puisque c'est interdit. À partir du moment où il y a un abus dans la réalisation des pourparlers, il y a possibilité de demander une réparation, notamment donc des dommages et intérêts pour l'entreprise qui a été victime d'une rupture brutale de pourparlers. Alors le côté brutal, ça va être soit en termes de délai, soit en termes d'avancement des négociations. Donc en fait c'est l'appréciation souveraine des juges du fond, on appelle ça, qui va déterminer si effectivement il y avait abus ou pas. Pour ça en fait il va relever tous les indices de fait qui vont permettre de dire est-ce que oui il y avait abus ou est-ce qu'il n'y avait pas abus. Donc je disais soit le fait que ce soit brutal, soit le fait que ce soit rapide, soit le fait que ce soit très proche de la date qui avait été prévue pour la signature du contrat. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie négociation. À ce moment-là il se passe rien donc entre mes parties. Ça veut dire donc en termes de sanctions qu'on est sur la responsabilité qu'on appelle délictuelle, donc ou si vous préférez extra-contractuelle, hors contrat. La question c'est qu'est-ce que je peux demander comme réparation. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas assimiler les sanctions pour rupture abusive des pourparlers aux sanctions qu'on aurait en cas de rupture, en cas d'annulation par exemple, ou de rupture du contrat de base. Donc simplement les sanctions, les dommages et intérêts qu'on peut demander en cas de rupture des pourparlers sont moins importants en termes de montant, et les raisons pour lesquelles on peut demander des dommages et intérêts sont plus restreintes. Donc principalement ce sera par exemple pour des frais qui ont été engagés. Imaginons que j'ai dû faire un cahier des charges, une étude de marché ou je ne sais quoi, pour pouvoir réaliser le contrat. Si j'ai engagé des frais pour faire mon étude de marché et que finalement il y a rupture abusive des pourparlers, j'ai le droit de demander remboursement des frais que j'avais engagés. Donc ça c'est le premier point. Sur cette période pré-contractuelle, il y a quand même une parenthèse à faire. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire un contrat avant le contrat. Donc ça s'appelle un avant-contrat. Alors ça se complexifie un peu, mais vous allez voir tout de suite l'intérêt. On peut avoir des situations où il est intéressant de créer un contrat qui permet de formaliser et de créer des obligations avant un contrat final. Donc je vais vous donner plusieurs exemples et plusieurs types d'avant-contrats. On en a 3 principaux, donc on énonce systématiquement. Le pacte de préférence, la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique. En gros, c'est promesse des deux côtés. Je vais m'expliquer dans un instant. Le pacte de préférence, c'est le fait de dire, pour moi, je ne sais pas si je vais réaliser un contrat dans l'avenir. En revanche, si je dois réaliser ce contrat-là, je propose à une personne qui sera bénéficiaire la priorité sur ce contrat-là. Alors vous allez me dire, oui d'accord, c'est tiré par les cheveux ton histoire. Est-ce que tu peux me donner un exemple, un cas en fait où ça va jouer? Alors imaginons donc que je suis propriétaire d'une maison et que cette maison-là a alors soit une dépendance, soit on peut partir du principe que c'est effectivement ma maison. Je m'entends plutôt bien avec mes voisins. Mes voisins sont plutôt âgés et ils ont des enfants qui habitent à l'autre bout de la France. On peut imaginer que je décide de faire un pacte de préférence sur la vente de ma maison, puisque après discussion avec mes voisins, ils me disent qu'ils seraient intéressés par le rachat de cette maison-là pour pouvoir y placer leurs enfants plus tard, ou en tout cas pour avoir un pied-à-terre pour que leurs enfants puissent revenir, parce qu'ils voyagent beaucoup ou qu'ils habitent à l'autre bout de la France. Donc ça veut dire que je m'engage pas à leur vendre ma maison. Potentiellement, je peux ne jamais vendre ma maison. En revanche, si je la vends, je m'engage à leur proposer à eux en priorité. Voilà ce que ça veut dire. Le deuxième cas, c'est la promesse unilatérale. Donc là, en revanche, c'est pas moi qui ai la main sur la réalisation future du contrat.
C'est-à-dire que moi, je m'engage à la réalisation d'un contrat et c'est le bénéficiaire qui aura la main pour pouvoir décider s'il veut que le contrat se réalise ou pas. Donc je fais une promesse unilatérale d'achat, par exemple. C'est la personne qui est en face de moi qui va pouvoir choisir si elle accepte de fixer le contrat avec moi ou pas. Donc là, en revanche, moi, je me suis déjà engagée. C'est-à-dire que si la personne en face dit « Ok, je vends », moi, je suis déjà engagée à acheter. Le dernier cas, c'est la promesse synallagmatique. C'est en fait une promesse où les deux sont déjà engagés. Finalement, on pourrait dire qu'il y a déjà contrat, puisqu'on a dit tout à l'heure, en principe, un contrat est consensuel. Donc je suis déjà d'accord. Mon concontractant est déjà d'accord pour réaliser le contrat. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait une promesse ? Si on est déjà d'accord pour faire le contrat, on signe le contrat, il n'y a pas besoin de faire d'avant-contrat. Oui, sauf qu'il y a certaines situations où vous allez avoir besoin d'un laps de temps, puisque vous avez beau, vous, être d'accord pour la réalisation du contrat, il y a des événements extérieurs qui peuvent intervenir. L'exemple qui va vous parler le plus, c'est l'achat d'une maison. Vous voulez acheter une maison, le vendeur veut vous vendre sa maison, vous êtes tous d'accord, sauf qu'il y a deux choses. Il y a le fait que vous avez des informations d'urbanisme à récolter qui sont obligatoires, et il y a le fait que vous, en tant qu'acheteur, vous avez décidé de faire un emprunt bancaire parce que vous n'avez pas l'argent pour acheter la maison. Ces deux conditions-là font que, aujourd'hui, vous pouvez pas, en fait, tout de suite, acheter cette maison-là. Vous êtes obligé d'attendre que les conditions soient remplies. L'avant-contrat va permettre de dire que vous êtes déjà d'accord, et donc de fixer la signature définitive au moment où les conditions seront remplies. Voilà l'intérêt. Donc si je reprends, sur ma période précontractuelle, il y a soit des principes généraux qui fixent le cadre dans lequel j'ai le droit de négocier, et en tout cas ce que j'ai le droit de ne pas faire, ce que je n'ai pas le droit de faire, et il y a la possibilité déjà sur cette partie-là de fixer des règles via un avant-contrat, selon différentes modalités. J'en ai cité 3 principaux, il y en a d'autres. Voilà. Donc deuxième étape, la partie formation du contrat. Donc le contrat, si vous avez bien compris, c'est un accord de volonté entre deux parties de s'engager et donc de fixer des droits et des obligations de chacun dans le cadre d'un échange qui est conclu entre les deux. Ok. D'un point de vue chronologique, comment ça se passe ? Est-ce que on se tape dans la main et il y a contrat ? À savoir que du coup, d'un point de vue juridique, on établit qu'il y a contrat quand il y a chronologiquement rencontre d'une offre et d'une acceptation. Alors je reprends ces deux conditions. L'offre et l'acceptation, c'est donc deux moments clés. C'est-à-dire que j'ai une des deux parties qui va réaliser une offre et l'autre des deux parties qui va l'accepter. Pour que le contrat soit valable, il faut déjà que ces deux moments clés répondent à certaines conditions. Concernant l'offre, ça va être une manifestation de volonté d'une des parties d'être engagée par un contrat dont il va fixer les éléments essentiels, donc ça va être notamment le type de contrat, les conditions particulières du contrat, les obligations, etc. Et il faut qu'il y ait certaines conditions remplies par cette offre. Il faut qu'elle soit ferme, il faut qu'elle soit précise, et il faut qu'elle soit non équivoque. Donc ça, c'est les 3 critères. Si je les reprends un par un, ferme, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de conditions qui émanent de la personne, donc c'est-à-dire que je peux pas dire que je fais une offre de contrat en disant que c'est peut-être que si je suis d'accord de faire le contrat. Non. Je te propose de vendre ma voiture à tel prix, à telle date, dans telle condition. Et pas s'il fait beau dehors demain. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est le fait qu'elle doit être ferme. Précise, c'est qu'il faut qu'elle contienne les éléments essentiels du contrat. Vous comprenez bien que si je dis que je veux transmettre ma voiture, on sait pas déjà quel est le type de contrat. Est-ce que c'est un prêt ? Est-ce que c'est un don ? Est-ce que c'est une vente ? À ce moment-là, on n'a pas les éléments essentiels du contrat, donc en fait, mon offre ne sera pas précise. Enfin, non équivoque, ça veut dire simplement qu'elle doit être claire, donc il faut qu'on n'ait pas de doute sur l'intention d'être engagé par cette offre-là. Si une des conditions n'est pas remplie sur l'offre, on considère que c'est une invitation à négocier, donc c'est une invitation à entrer en pourparlers. En revanche, on n'est pas sur la première étape de conclusion d'un contrat, il va donc falloir reporter le moment dans le temps et voir ce qui s'est passé après pour savoir si au final il y a eu contrat ou pas dans cette situation-là. Si ces 3 conditions-là sont remplies, il y a offre et offre valable pour la réalisation d'un contrat. Donc dans ce cas-là, je passe à l'étape
suivante. Mon offre est valable, y a-t-il eu acceptation de cette offre? Pour l'acceptation de l'offre, il faut qu'elle soit concordante. Donc en fait, il faut que je pose pas de conditions ou que j'émette pas d'objection sur l'offre initiale. Si c'est oui mais je suis pas d'accord sur le prix, oui mais je ne suis pas d'accord sur la date, à ce moment-là, on n'est pas sur une acceptation concordante. Donc à ce moment-là, l'acceptation ne vaut pas non plus. Ok? Donc il faut qu'elle soit concordante et là aussi, il faut qu'elle soit ferme, qu'il n'y ait pas de conditions particulières. Si jamais j'ai une modification des conditions, de la même manière, en termes d'étapes, on considère que c'est une contre-offre, puisque les conditions ont changé, et donc pour savoir s'il y a contrat, il faut que je rebascule au niveau du temps à l'étape suivante pour savoir si derrière j'ai bien eu une acceptation qui était concordante et qui était ferme de ce qui a été proposé dans la contre-offre. En revanche, si j'ai pas de changement, j'ai donc bien eu soit une invitation à entrer en pourparlers, soit directement mon offre, peut-être une contre-offre, puis une acceptation. Si j'ai au moins une offre et une acceptation, à ce moment-là, selon le principe du consensualisme, mon contrat valable. Il est conclu, sauf si je suis dans un cas particulier de contrat solennel et pas de contrat consensuel. À ce moment-là, si je suis dans un contrat solennel, en plus de l'offre et de l'acceptation, il faut que je vérifie que les conditions spécifiques pour que le contrat soit conclu aient été remplies par ailleurs. Je donne un point de détail, notamment au niveau de l'offre. Il faut savoir que on peut pas être tenu indéfiniment de maintenir une offre. À partir du moment où j'offre la possibilité de réaliser un contrat, on peut pas attendre que dans 18 ans, je sois toujours tenu par cette offre-là s'il n'y a pas eu d'acceptation qui est réalisée. Donc à savoir que pour l'offre, il y a un délai de maintien de l'offre, et dans ce cas-là, il y a plusieurs situations. La première situation, c'est que l'offre elle-même peut fixer le délai. C'est-à-dire que je maintiens mon offre, d'ailleurs vous l'avez dans certains contrats, cette offre est valable pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Il y a même certaines situations où le délai de maintien de l'offre est imposé. Voilà. Donc l'offre elle-même fixe le délai pendant lequel vous avez le droit d'accepter ou pas. Donc si vous laissez courir le délai et que vous ne répondez pas à cette offre pendant le délai, il n'y a pas d'acceptation. Si vous acceptez hors délai, comme on le disait tout à l'heure, c'est une contre-offre qu'il va falloir accepter par la suite. En revanche, si vous acceptez l'offre pendant le délai fixé, à ce moment-là, il y a bien acceptation de l'offre et donc conclusion valable du contrat. La difficulté repose sur les situations où il n'y a pas de délai fixé directement dans l'offre. À ce moment-là, pour savoir comment les parties sont contraintes de maintenir cette offre, on a une construction en fait de la jurisprudence qui s'appelle un délai raisonnable. Ce délai raisonnable-là, en fait, il va dépendre de l'appréciation souveraine des juges du fond. Donc, comme on n'a pas d'informations ni dans le contrat, ni dans la loi, c'est le juge qui va intervenir au cas par cas pour déterminer s'il y avait ou non délai raisonnable. À savoir simplement, en termes d'application, que le délai raisonnable va dépendre de l'ampleur du contrat, du type de contrat, des enjeux financiers, etc., etc. Voilà pour le déroulement chronologique. Ensuite, donc, je reviens simplement au niveau des conditions. Au-delà des étapes, donc de savoir est-ce que j'ai bien eu une offre et une acceptation et dans le délai et qui soit concordante, on va avoir certaines conditions qui sont des conditions obligatoires pour que le contrat soit valable. Vous avez 3 conditions cumulatives qui doivent nécessairement être remplies pour que le contrat soit considéré comme conclu. Donc si on comprend bien, en termes de contraintes juridiques, quand je vérifie l'existence d'un contrat, il y a le fait de vérifier que d'un point de vue chronologique, j'ai bien respecté toutes les étapes de réalisation d'un contrat, et il y a par ailleurs le fait de vérifier que les conditions de validité d'un contrat sont également remplies. Donc on se rend compte finalement que c'est extrêmement contraignant. Si vous repartez en arrière sur ce que j'ai dit en tout début de vidéo, vous comprenez bien que compte tenu des enjeux qu'il y a derrière, c'est-à-dire que le contrat tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait, et bah du coup ça devient extrêmement important de bien valider en amont le fait que les choses aient été faites entre guillemets dans les règles de l'art pour qu'ensuite le contrat effectivement soit valable et produise ses effets. Donc je reprends au niveau de mes conditions, donc je disais 3 conditions cumulatives, certaines qui sont moins longues à développer, donc je vais sans doute commencer par celle-ci pour les écarter d'emblée et je vais passer plus de temps sur la dernière. Donc je prends mes 3 conditions. La première, c'est qu'il faut que le contenu soit licite et certain. Licite, c'est simplement qu'il doit être conforme à la loi et à l'ordre public. Donc, vous serez pas surpris, on ne peut pas faire de contrat sur des activités
illégale. À ce moment-là, le contrat, du coup, ne sera pas considéré comme valable, et donc on ne pourra pas agir en justice pour demander application d'un contrat, sachant que le contenu est interdit par la loi. Donc loi et ordre public, et donc certains, c'est simplement qu'on ne doit pas avoir de contrat conditionnel. Les seules conditions qu'on peut avoir dans le cadre d'un contrat, c'est des conditions qui sont extérieures et qui dépendent pas des parties, du style, et celle-là vous les connaissez tous, compte tenu des stocks disponibles. Cette possibilité-là, compte tenu des stocks disponibles, c'est parce que ça dépend pas des parties. Donc en fait, le contenu est bien certain, vous vendez bien, c'est juste que vous avez la condition du fait que les stocks soient suffisants pour pouvoir réaliser la vente. Le deuxième point, c'est la capacité juridique. Là aussi, je fais une toute petite parenthèse, il y a deux types de capacités, capacité de jouissance et capacité d'exercice. Simplement, la capacité, c'est le fait que les parties au contrat, elles ont la capacité juridique, elles sont capables juridiquement de conclure un contrat. L'idée de la capacité, c'est que finalement, on a certaines catégories de personnes, soit qui sont fragiles, soit qui ont une interdiction de réaliser certains contrats, notamment en effet secondaire par rapport à certaines sanctions, notamment pénales, qui n'ont pas le droit de réaliser certains contrats. Donc soit ça a vocation de protection, soit ça a vocation punitive quand ça relève du droit pénal. Mais donc il faut que les personnes aient la capacité juridique de le faire, donc en gros, il faut que je sois a priori majeur pour réaliser un contrat, et il faut que je ne sois pas sous mesure de protection judiciaire, donc pas sous tutelle, curatelle, etc. Le dernier point, et non des moindres, c'est que pour réaliser un contrat, il faut que le consentement des parties soit libre et éclairé. Je vais détailler là pour le coup parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Le consentement libre et éclairé, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de vice de consentement. Il existe 3 vices de consentement: l'erreur, le dol et la violence. La première, c'est donc l'erreur, c'est le fait d'avoir une fausse représentation de la réalité, et que cette fausse représentation de la réalité nous est amenée à contracter, alors que si on avait une représentation réelle de la réalité, alors la phrase est mal tournée, mais une bonne représentation de la réalité, à ce moment-là, on n'aurait pas conclu. Par contre, il faut faire attention, on peut pas faire d'erreur sur le prix. C'est-à-dire que dans un contrat de vente, je peux pas demander annulation de la vente parce que j'ai payé trop cher. Là, pour le coup, c'est la capacité de négociation des parties qui intervient, et donc c'est l'habileté économique, on va dire ça comme ça, qui intervient en ligne de compte. Donc l'erreur n'intervient pas sur cet élément-là. L'erreur intervient soit sur les qualités essentielles du contrat, soit sur les qualités essentielles des parties du contrat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le dol. Alors là, pour le coup, le terme est beaucoup moins connu, c'est un terme purement juridique. Qu'est-ce que c'est le dol ? C'est le fait d'avoir réalisé des manœuvres frauduleuses qui vont amener la personne en face à contracter, soit par rétention d'informations, soit par modification des informations, donc par mensonge, et donc que ce mensonge ou cette rétention d'informations ait amené la personne à contracter, alors que, à nouveau, elle l'aurait pas fait si elle avait eu les bonnes informations. Donc là, pour le coup, on a vraiment une intention frauduleuse qui s'y ajoute. La troisième situation, c'est la violence. Il y a différents types de violences qui interdisent la réalisation du contrat, qui l'empêchent en tout cas, notamment violence physique, violence psychologique, et le dernier point, c'est violence économique. C'est en gros quand l'une des parties a un pouvoir économique sur l'autre, et donc la contraint, dans ce cadre-là, à réaliser le contrat. Donc je reprends les 3 points: consentement libre et éclairé, contenu licite et certain, et capacité des parties. Si j'ai ces 3 conditions, le contrat est donc valablement formé. Si il me manque une de ces 3 conditions, le contrat n'est donc pas valable. Donc soit le contenu n'est pas licite et certain, soit les personnes n'avaient pas la capacité juridique, soit j'avais un vice de consentement qui empêche la réalisation du contrat. À ce moment-là, quelle est la sanction ? Puisque là, il y a une sanction pour le coup, le contrat a bien été signé, le contrat a bien été étalé au bout, en fait, au niveau de la réalisation du contrat. À ce moment-là, la sanction, c'est la nullité du contrat. Donc je peux agir en nullité du contrat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, donc, si j'annule le contrat, que le contrat n'existe plus, mais surtout qu'on remet les parties en l'état, c'est-à-dire qu'on fait comme si le contrat n'avait pas existé. Si j'ai réalisé un contrat de vente et que ce contrat de vente n'était pas valable, il y aura d'une part restitution du prix et de l'autre part restitution du bien. Imaginons que les étapes, cette fois, ont été bien réalisées et que les conditions aient été remplies. À ce moment-là, le cumul des deux fait que mon contrat est valable. On tombe donc dans la force obligatoire. Le contrat tient lieu de loi aux personnes qui l'ont réalisé. 2 choses à dire à ce niveau-là. Première chose, je le redis, c'est l'effet relatif. L'effet relatif, ça veut donc dire que je ne peux pas avoir souscrit des obligations pour des personnes qui n'ont pas signé ou qui n'ont pas donné leur accord au contrat. Donc ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je reviens pas dessus.
Le deuxième point, c'est en termes de contenu de contrat. Donc il faut bien comprendre que pour réaliser un contrat, il y a certaines informations qui sont nécessaires compte tenu du type de contrat. Dans un contrat de vente, je dois forcément parler et du bien et du prix qui vont constituer la vente. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de conditions que je vais pouvoir ajouter puisque on a dit que j'ai la liberté contractuelle et donc que je vais pouvoir insérer un certain nombre de clauses, c'est-à-dire que les parties vont pouvoir se mettre d'accord sur un certain nombre de conditions, sur un certain nombre de règles de fonctionnement, sur un certain nombre de règles de sanctions concernant la réalisation de leur contrat. Donc ces clauses, a priori, sont valables. C'est-à-dire que dans un contrat, je mets globalement ce que je veux. La limite, je le redis, on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est qu'il faut que le contenu soit licite et certain, donc il faut que ce soit conforme à la loi et à l'ordre public, premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas réaliser de clauses dites abusives. La clause abusive, c'est le fait de réaliser une clause qui créerait un déséquilibre significatif entre les obligations des deux parties. Quelle est la sanction dans ce cas-là? On n'est plus dans un cas de nullité du contrat, c'est-à-dire que le contrat a été valablement formé, et en termes d'étapes d'un point de vue chronologique, et en termes de conditions de validité. Les personnes étaient capables, le contenu est valable, le consentement est valable, donc le contrat existe. En revanche, quand je prends le détail de ce qui a été fixé au contrat, il y a un certain nombre d'informations, alors potentiellement il y en a même une seule, mais il peut y avoir au moins une information qui du coup est abusive. À ce moment-là, on dit que la clause est réputée non écrite. Alors c'est un peu particulier, ça veut donc dire que le contrat continue à exister, simplement pour la clause litigieuse, on considère qu'elle n'existe pas. Donc simplement on supprime une partie du contrat. En termes de période, donc là on a parlé de avant le contrat, on a parlé de la formation du contrat, on a parlé du contenu du contrat et donc des obligations qui y sont fixées. Quand tout va bien, le contrat, par son type et par les clauses, a fixé donc les obligations des parties, le déroulement, les conditions particulières, etc. Si tout va bien, en regardant le contrat se déroule et tout ce qui est inscrit au contrat est réalisé par les différentes parties. Quand ça se passe pas bien, on a au moins d'une des deux parties une inexécution des obligations issues du contrat ou une mauvaise exécution des obligations issues du contrat. À ce moment-là, simplement à savoir, c'est que, comme on l'a dit et répété depuis tout à l'heure, le contrat tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait, donc il n'y a pas possibilité, sauf exception, de se dédouaner des obligations qui résultent du contrat. Donc si l'une des parties ne réalise pas, ne remplit pas ses obligations issues du contrat, il y aura un certain nombre de sanctions. À savoir que ces sanctions sont quand même assez... la liste est quand même assez longue, les conditions sont quand même assez complexes, donc on remettra ça à une prochaine vidéo pour avoir le temps d'en faire le détail, et que du coup, ce soit suffisamment exhaustif et compréhensible. Je pense qu'on en a fait suffisamment pour aujourd'hui. Je vous laisse donc déjà sur ce déroulement du contrat. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler des sanctions en cas d'inexécution. À bientôt!